Alors, je me présente, je suis Nadia Abid, urologue à l'hôpital Édouard Herriot au CHU de Lyon. Et je travaille beaucoup avec ma collègue Sandrine Lemoine, qui vous présentera tout à l'heure la partie néphrologique. Et comme on travaille beaucoup ensemble, eh ben, on a, nous, tout à fait compris l'importance de cette collaboration et on va essayer de vous partager ça. Je suppose qu'il y a des néphrologues et des urologues qui sont connectés. Donc, il y a des topos, des diapos qui seront peut-être un peu faciles pour les urologues ou faciles pour les néphrologues. Mais on a essayé de faire un petit point accessible à tous. Voilà mes liens d'intérêt. Alors, les calculs urinaires, c'est une pathologie qui est très fréquente. C'est une personne sur 10 à peu près. Et habituellement, c'est plutôt des mauvaises habitudes alimentaires. Mais il ne faut pas négliger la possibilité de maladies métaboliques génétiques. Qu'on va retrouver surtout chez les enfants. 10% des calculs de l'enfant, ça va être des maladies héréditaires, mais aussi 2% des calculs de l'adulte. Donc, il faut pouvoir les dépister. Alors, l'urologue, qu'est-ce qu'il sait faire? Ce qu'il sait super bien faire, c'est ça, c'est casser les calculs, c'est utiliser des lasers. C'est l'urologue qui va voir en première intention, la plupart du temps, les patients qui ont des calculs. Alors, comment il fait pour détruire les calculs? La première technique, la plus simple, la moins invasive, c'est la lithotritie extracorporelle. C'est un traitement par onde de choc. Le patient est allongé sur une table, on repère le calcul et puis on envoie ces ondes de choc sur le calcul pour le fragmenter. Ça se fait en ambulatoire, il n'y a pas besoin d'anesthésie habituellement. Et vous voyez, ça, c'est une vue endoscopique, donc une urétéroscopie qui a été faite au cours d'un traitement par lithotritie extracorporelle pour montrer la fragmentation de ces calculs. Donc, vous voyez, c'est vraiment un traitement qui marche très bien. Il faut juste bien localiser le calcul pour pouvoir le fragmenter. Deuxième type de traitement, c'est la néphrolithotomie percutanée. On va faire un trou à travers la peau et à travers le rein pour aller récupérer des calculs. Donc là, ça va permettre d'aller traiter des gros calculs ou des calculs inaccessibles par les autres techniques. C'est une méthode qui est beaucoup plus invasive, qui nécessite une hospitalisation conventionnelle, qui nécessite une anesthésie générale. Et enfin, l'urétéroscopie souple. Donc là, on passe par les voies naturelles avec une petite caméra, on passe à travers l'urètre dans la verge, on remonte dans la vessie, on remonte jusqu'au rein. On va retrouver le calcul et puis on utilise une petite fibre laser pour aller casser le calcul, donc soit par fragmentation, comme vous le voyez en haut, soit par dusting, donc on va pulvériser le calcul en essayant de faire le maximum de sable. Donc la technique va varier en fonction notamment de la taille du calcul et de la position de celui-ci. Là, vous avez les recommandations les plus récentes de l'EAU, de la Société européenne d'urologie, qui préconise en première intention pour des gros calculs la néphrolithotomie percutanée. Pour des calculs de 10 à 20 mm, on a le choix entre les techniques. Donc ça va être une discussion en fonction du calcul et du patient. Et puis, en dessous de 10 mm, un traitement plutôt non invasif, moins invasif par lithotritie extracorporelle ou urétéroscopie souple. Là, vous avez les courbes d'évolution des techniques en France. Avec, vous voyez, l'urétéroscopie, c'est la courbe en bleu qui prend le pas sur la lithotritie extracorporelle en quelques années, qui a vraiment diminué en volume d'actes. Et l'urétéroscopie, on est à peu près à plus de 40 000 actes par an en France. Et puis en vert, en bas, vous avez la courbe des néphrolithotomies percutanées qui est bien stable et qui est très peu importante, à 1200 cas en France par an. Donc, ce qu'on recherche globalement quand on est urologue, c'est ça. C'est essayer d'avoir le maximum de sable, ce qui sera beaucoup plus simple après on n'a pas besoin d'aller retirer plein de morceaux, de faire 50 allers-retours pour aller retirer des morceaux. Et ça, le patient va pouvoir l'uriner sans problème. Donc, c'est vrai que l'amélioration des lasers fait qu'on a vraiment envie d'avoir du sable, de la poudre comme ça. Le problème, c'est que cette poudre, on ne va pas forcément avoir une analyse exacte du calcul.
Donc, c'est vraiment important d'essayer de récupérer des fragments de calcul pour avoir cette analyse. Vous voyez que la courbe en noir, c'est une analyse pire d'un calcul de Bruchit, qui est un calcul qui est un peu spécial et qui signe une hypercalciurie importante. Donc, il va derrière nous dire qu'il faut aller faire un bilan complémentaire. Et si on n'analyse que du sable, eh ben, on va avoir une courbe dégradée qui fait qu'on ne va pas forcément diagnostiquer cette bruchite. Donc, voilà, essayez d'avoir des fragments quand même, quelques fragments pour l'analyse. Alors pourquoi avoir une vraie analyse de calcul? Parce que ça permet d'orienter le diagnostic. Donc vous avez tout d'abord des calculs d'oxalate de calcium et d'autres calculs. Et vous voyez qu'ils ont tous des têtes complètement différentes. Donc le premier calcul, c'est un calcul de type 1A, qui est de l'oxalate de calcium monohydraté et qui habituellement est un calcul d'hyperoxalurie par défaut de diurèse. Alors, il est brun, il est mamelonné, il a une cristallisation radiale et concentrique. Donc, on le reconnaît très facilement une fois qu'on s'y intéresse un petit peu. À côté, eh ben, c'est aussi un calcul d'oxalate de calcium monohydraté. Vous voyez, en fait, c'est un 1C. Donc, ce n'est pas le même type de calcul, même si c'est la même composition et même si c'est la même analyse pire. Et ça signe une hyperoxalurie primitive qui est une maladie génétique. Donc, il faut vraiment voir ces calculs, les décrire, essayer d'en faire une photo et en envoyer des bouts à l'analyse. Donc, celui-là, il est beaucoup plus clair. Il a une surface qui est bourgeonnante, une section qui est inorganisée et lâche. À côté, on a encore un oxalate de calcium, mais dihydraté ce coup-ci. Donc celui-là, il est plus jaune, il a des cristaux, il est spiculé, il a des cristaux avec des arêtes vives. Et vous voyez, c'est de la védélite, de l'oxalate de calcium dihydraté, qui lui signe une hypercalciurie. Alors, il y a plein d'autres calculs, ça c'est simplement des exemples. Celui-là, c'est un type 5A, donc c'est un calcul de cystine qui a un aspect cireux, un aspect de bonbon au miel typique et qui signe également une maladie génétique. Le calcul suivant, il est plutôt orangé, il est irrégulier, hétérogène et la section, elle est poreuse. Et ça, c'est un calcul de type 3B, c'est un calcul d'acide urique, donc qui est habituellement lié au diabète, à un syndrome métabolique et qui est lié à un pH acide. Et le dernier type de calcul, qui est beaucoup plus blanc, qui est pseudo-spiculé et qui a des cristaux non quadratiques enchevêtrés. Alors celui-là, c'est le calcul de Bruchit qui signe une hypercalciurie majeure, donc il est souvent associé à une hyperparathyroïdie ou un diabète phosphaté. Donc vous voyez que à partir du moment où on a un calcul, on peut déjà orienter le diagnostic. Et pour ça, il faut avoir cette analyse morpho-constitutionnelle, donc vraiment le type du calcul, cette image de calcul pour orienter ce diagnostic, alors que juste une analyse pire, on n'est qu'à 80% de concordance avec l'étiologie. Donc, si on vous dit simplement un oxalate de calcium monohydraté, eh ben, on va avoir moins l'étiologie du calcul. Donc, ça, c'est de la même façon. Là, vous avez cette analyse pire et qui correspond à de l'oxalate de calcium monohydraté. Or, l'oxalate de calcium monohydraté, ça peut être deux calculs complètement différents visuellement. Le type 1A que vous connaissez, que vous voyez régulièrement, qui est brun, et le type 1C, qui est la maladie génétique à dépister. Il ne faut pas passer à côté de cette maladie-là. Et vous voyez qu'il est beaucoup plus clair et beaucoup plus inorganisé. Donc, essayez d'avoir une photo du calcul, une description et encore mieux, un bout de calcul à faire partir en analyse. Le rôle de l'urologue ne s'arrête pas au geste chirurgical. Du coup, il faut aussi connaître la prise en charge médicale du calcul pour éviter la récidive lithiasique et, si besoin, faire le lien avec le néphrologue. Et la prise en charge médicale spécifique, elle est dépendante de la nature du calcul, donc il est indispensable d'envoyer les calculs en analyse. Donc là, on a eu une enquête qui a été envoyée à l'ensemble des urologues. On a 86 urologues qui ont répondu du coup sur l'ensemble du territoire français. On a donc étudié 699 cas patients qui nous ont reportés.
Alors, on voit que des patients de moins de 25 ans avec un calcul rénal, ça correspond globalement à 2,5% du volume de la consultation d'un urologue. Et des calculs de plus de 25 ans avec des calculs récidivants, c'est 6% du volume de consultation de l'urologue. Après, il y a des patients qui ont des calculs. On voit que 60% ont déjà un antécédent de calcul ou de colique néphrétique et 34% des antécédents familiaux de calcul. Sur ces patients qui ont des calculs, 58% bénéficient d'un bilan métabolique et 50% seulement d'une analyse morpho-constitutionnelle. Quand on demande aux urologues pourquoi il n'y a pas eu d'analyse morpho-constitutionnelle, la moitié n'ont pas récupéré le calcul. Et puis, on a 31% de ces patients qui sont adressés à un spécialiste de la lithiase. Donc, il est vraiment important que les urologues puissent orienter le diagnostic. Alors, comment récupérer le calcul? Donc, on a nos 3 méthodes de fragmentation de calcul. La lithotritie extracorporelle, alors là, on ne va pas voir, nous, les calculs directement. Donc, il faut recommander aux patients de filtrer ses urines pour récupérer les fragments, les envoyer en analyse ou les ramener en consultation pour qu'on puisse les analyser. Donc, moi, ce que je dis aux patients, c'est de couper le goulot d'une bouteille, de pisser dans la bouteille, de regarder s'il y a des dépôts et à ce moment-là, de filtrer. Après, vous avez des petits instruments qui vous permettent éventuellement de récupérer ces calculs, notamment chez un homme. Il y a la P-Box d'Inospar, il y a le Stonecatcher de UroPro ou un petit chinois qui est facile à utiliser à la maison pour pisser directement dedans et filtrer les urines. Quand on fait une NLPC, une néphrolithotomie percutanée, on récupère des fragments volumineux, voire des calculs entiers. Il faut vraiment penser à les envoyer en analyse. Pour l'urétéroscopie rigide ou souple, là, ça peut être plus compliqué. Il faut vraiment penser à sortir une pince pour aller récupérer un ou deux fragments. Si vous faites une fragmentation, là, vous avez des fragments, il faut vraiment penser à les récupérer pour les analyser. Si vous faites du dusting, donc du sable, l'analyse morpho-constitutionnelle, elle sera impossible parce qu'on n'aura pas une morphologie globale du calcul, mais vous pouvez quand même envoyer de la poudre en analyse. Même si la poudre est trop fine, l'analyse spire va être dégradée, mais on aura au moins une indication. Le popcorning, il faut essayer de récupérer un ou deux fragments avant qu'ils soient trop petits et puis ensuite continuer votre fragmentation pour avoir des fragments le plus petits possible pour qu'ils puissent être éliminés facilement par le patient. Donc, je rappelle, la fragmentation, on va avoir une énergie laser élevée et une fréquence basse. En dusting, on va avoir le contraire, une énergie basse et une fréquence élevée. Et en popcorning, une énergie moyenne et une fréquence moyenne. Si vous n'arrivez pas à récupérer de calcul, il faut essayer de faire une reconnaissance endoscopique. Il vaut mieux essayer de faire une photo du calcul et une section du calcul et une photo de la section, au moins le décrire sur votre compte-rendu opératoire. Quand est-ce qu'on va penser à une maladie génétique? Alors, comme pour toutes les pathologies, quand on a un patient jeune, il faut penser à une maladie génétique. Donc, un début précoce de la lithiase avant 25-30 ans. La consanguinité des parents, donc bien poser la question. Des antécédents familiaux de lithiase, des calculs bilatéraux multiples récidivants. Une néphrocalcinose, surtout s'il y a une baisse du DFG associée. Et des signes extra-rénaux spécifiques peuvent être oculaires, auditifs, neurologiques, cutanés, osseux. Ça peut orienter sur des maladies spécifiques. Donc, en résumé, si vous avez un patient qui a un premier calcul à un âge jeune inférieur à 30 ans, des calculs récidivants ou bilatéraux, des calculs plus gros que la moyenne, un retard de croissance chez l'enfant ou le nourrisson, une néphrocalcinose, surtout s'il y a une insuffisance rénale associée, et puis regarder l'histoire familiale, notamment la consanguinité. La nature du calcul, ça va aussi orienter sur des maladies génétiques. On a ces 3 types de calculs qui sont pathognomoniques de maladies génétiques. Donc la cystinurie, on a forcément une maladie cystinurique si on a un calcul de cystine. Si on a un calcul 1C, c'est forcément une hyperoxalurie primitive. Et si on a un calcul 4A2, qui est un calcul de phosphate de calcium, qui est un peu particulier, qui a un aspect bosselé, vernissé, craquelé, et bien là, ça oriente sur une acidose tubulaire distale. Donc, si vous avez ce type de calcul, vous orientez
directement chez des spécialistes de la lithiase, urologues ou néphrologues, particulièrement chez des néphrologues spécialisés dans la maladie génétique. Si on n'a pas de calcul et qu'on pense à une maladie génétique, on peut faire une cristallurie. Alors là, vous avez des cristaux de cystine typiques. Donc, ça oriente forcément sur une cystinurie. Et là, vous avez des cristaux d'oxalate de calcium monohydraté, de vévélite. Et si vous avez ces cristaux-là en forte quantité, eh ben, ça oriente également sur une hyperoxalurie primitive. Alors attention, le CBU, la cristallurie qu'on peut avoir sur le CBU n'a pas de valeur. Ça va être des cristaux qui vont se former directement dans le tube de l'ECBU. La cristallurie, ça se fait sur urine fraîche directement en laboratoire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui proposent cette analyse-là. Donc, le patient qui a fait un calcul, dès le premier calcul, le CLAFUR recommande un bilan métabolique de première intention, donc qu'on réalise par l'urologue. Alors, en quoi ça consiste? On a des analyses d'urine des 24 heures où on va rechercher le volume urinaire, la créatinine pour valider le recueil des urines, l'urée urinaire pour vérifier la consommation protéique, le sodium pour la consommation sodée, le calcium qui va orienter sur une hypercalciurie ou non. Ensuite, on associe un bilan sanguin avec une créatinine pour la fonction rénale, une calcémie qui va tout de suite nous montrer s'il y a une hypercalcémie, s'il y a une hyperparathyroïdie normale, enfin habituelle, l'acide urique et la glycémie pour dépister éventuellement un diabète qui peut être lié au calcul d'acide urique. On regarde également les urines du réveil, la densité, le pH urinaire et le CBU. Si on peut, on fait une cristallurie, mais ce n'est pas possible dans tous les laboratoires. Si on a une anomalie de ce bilan de débrouillage ou si on a directement un tableau clinique ou un calcul inhabituel, eh bien à ce moment-là, il faut orienter très facilement au néphrologue pour un bilan de deuxième intention. Alors, ce bilan, le bilan de première intention réalisé par l'urologue, il se fait en ambulatoire pour que le patient soit dans des conditions habituelles de régime et d'activité. Il se fait à distance de tout épisode aigu, à environ 6-8 semaines de tout épisode aigu. Alors, comment ça s'interprète? Donc, la première chose à faire, c'est valider le recueil. Donc là, il y a 2-3 valeurs qu'il faut connaître. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire un petit pense-bête que vous mettez dans votre bureau de consultation. Ou alors, sinon, on a aussi une application sur Eurofrance. C'est Calculitias qui nous permet de valider ces recueils d'urine des 24 heures. Et ça va finalement beaucoup plus vite de connaître ces petites valeurs seuil et de les avoir directement en consultation pour lire votre bilan. Donc, la créatininurie, elle fait habituellement 0,2 millimoles par kilo et par jour. Ça, c'est une valeur qui est fixe. Donc, si votre recueil est complet, vous avez 0,2 millimoles par kilo et par jour. Par exemple, pour un patient qui va faire 70 kilos, eh ben, la créatininurie va être à 14 millimoles. Si vous êtes à plus ou moins, c'est que votre recueil d'urine n'est pas fait correctement. Soit il a pissé une miction de plus, soit il n'a pas pissé pendant les 24 heures dans votre recueil d'urine. Donc, du coup, l'interprétation ensuite va être compliquée. Donc, il ne faut pas hésiter à faire refaire ce bilan. Ensuite, on va regarder Alors, on va regarder bien sûr le volume d'urine des 24 heures. Et ce qui est recommandé pour un patient lithiasique, ça va être 2 litres. Ensuite, on regarde la calciurie. Donc, les valeurs seuil. On regarde la calciurie, l'hypercalciurie, on recherche l'hypercalciurie de concentration et l'hypercalciurie de débit. Comment on va savoir si c'est une hypercalciurie de concentration? On va regarder la valeur par litre. L'hypercalciurie de débit, on va regarder la valeur par 24 heures. Donc, l'hypercalciurie de concentration, c'est si vous avez plus de 3,8 millimoles par litre. L'hypercalciurie de débit, c'est si vous avez plus de 0,1 millimoles par kilo et par jour. Par exemple, pour un patient qui va faire 60 kg, s'il a plus de 6 millimoles par jour, eh bien, on va avoir une hypercalciurie de débit. Donc, si on dépiste une hypercalciurie de concentration, on va lui dire buvez plus. Si on dépiste une hypercalciurie de débit, on va rechercher une étiologie. Le plus fréquent, c'est une étiologie diététique. Donc ça, on va pouvoir l'avoir aussi sur notre bilan de première intention.
La surconsommation de sel et la surconsommation de protéines, ça va induire une hypercalciurie. Donc, vous allez regarder votre sodium urinaire. Et le sodium urinaire, c'est pareil, il faut avoir la valeur, il faut consommer moins de 9 grammes de sel par jour. 150 millimoles, c'est 9 grammes de sel. Donc, si vous êtes à plus de 150 millimoles par 24 heures, c'est que vous mangez trop salé. Sinon, vous divisiez le sodium par 17, mais je trouve ça plus compliqué. Moi, je préfère avoir ma valeur seuil de 150. Pour l'urée, c'est 1 gramme par kilo et par jour, la valeur seuil de consommation de protéines. Donc, pour avoir la consommation de protéines, il faut diviser la valeur de l'urée par 5. Et là, vous avez votre consommation en grammes par jour. S'il n'y a pas de problème diététique, et ben à ce moment-là, il faut rechercher une cause secondaire, soit une hyperparathyroïdie primaire, soit des anomalies de vitamine D, des troubles phosphocalciques. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se faire aider par votre néphrologue préféré. Donc, vous adressez le patient à votre néphrologue et c'est lui qui va, par des bilans plus poussés, rechercher d'autres types de pathologies. Donc, ne pas hésiter à s'en référer au spécialiste local du bilan métabolique, néphrologue, urologue spécialisé. Si vous voyez que vous avez un calcul un peu bizarre, un calcul de bruchite, un calcul 1C, un calcul de cystine, à ce moment-là, vous ne restez pas tout seul dans votre coin. Vous demandez à des gens qui s'y connaissent en calcul. Et à ce moment-là, ça permettra un diagnostic précoce et éventuellement orienté vers un conseil génétique si on passe à une maladie génétique. Et je laisse donc la parole à ma collègue, le docteur Lemoine. Je me permets juste avant l'intervention du docteur Lemoine de vous rappeler que toutes les questions seront traitées à la fin du webinaire par l'ensemble des oratrices. Donc, n'hésitez pas à les garder bien au chaud d'ici une vingtaine de minutes. Merci beaucoup Alexia, merci beaucoup Nadia. Donc je vais prendre tout de suite la suite. Alors comme Nadia l'a dit, l'urologue, eh bien, c'est lui qui est la plupart du temps en première vague pour le calcul et le néphrologue eh bien, va venir en théorie dans la suite et donc l'urologue va faire le lien avec le néphrologue et dire qu'en théorie, nous devrions être là pour eh bien, compléter le bilan métabolique, approfondir l'étiologie de la maladie lithiasique et mettre en place la prise en charge. Et c'est vraiment eh bien, une équipe et un couple, urologue-néphrologue, qui est parfois nécessaire pour les patients afin de pouvoir poser le bon diagnostic. Alors, hop, voilà, je pense que c'est tout bon. Voilà mes liens d'intérêt. Alors, vous avez vu que l'urologue sait maîtriser à la perfection le laser et le néphrologue a plutôt tendance à réfléchir pendant longtemps pour essayer de trouver, grâce à la force, l'inspiration dans le bilan métabolique. Alors, si on arrive en deuxième intention, notre rôle, ça va être de déterminer si la maladie lithiasique a été quand même d'origine diététique, mais non vue ou cachée, ou est-ce qu'il y a une cause secondaire qui peut être génétique ou d'une autre pathologie ou des traitements. Et donc, une enquête clinique peut s'avérer parfois très importante et doit être poussée sur les antécédents personnels et familiaux et l'existence ou non eh bien, de consanguinité, sur les habitudes alimentaires, puisqu'il existe soit des problèmes d'excès d'apport, où on pourra en parler un peu plus tout à l'heure, ou certaines carences, comme la carence en calcium, qui peut favoriser, eh bien, par exemple, l'oxalurie. Certains médicaments, comme le Diamox ou l'Epitomax. Je me suis fait avoir il n'y a pas si longtemps que ça sur l'Epitomax. C'est souvent des traitements qui sont pris depuis des années pour des migraines et qui sont omis par le patient. Donc, parfois, il faut un peu gratter, surtout si vous avez des problèmes de citrate. Et définir l'activité lithiasique, ce n'est pas la même chose si on fait un calcul tous les 5 ans ou si on fait 3 calculs tous les ans depuis 15 ans. L'examen radiologique peut nous aider à caractériser le calcul et ça, souvent, on est beaucoup aidé par nos collègues urologues qui lisent mieux que nous, il faut être honnête, les scanners et notamment pour aussi caractériser les anomalies anatomiques qu'il peut y avoir de manière sous-jacente. Et toutes les questions qu'on peut se poser qui ne sont pas toujours si faciles entre est-ce qu'on a un calcul ou est-ce qu'on a de la néphrocalcinose ou est-ce qu'on a un Kakirishi.
Et souvent, il faut être plusieurs pour essayer de déterminer ces difficultés qui sont primordiales dans ensuite la poursuite de l'étiologie. Donc, la maladie lithiasique, avant tout, je pense que Nadia vous l'a montré, il faut analyser le calcul. Et l'analyse du calcul, c'est ça qui peut vous orienter définitivement vers une maladie, et notamment une maladie génétique. Un calcul de 1C, c'est pathognomonique d'une hyperoxalurie primaire. Un calcul de 1E, c'est une hyperoxalurie entérique. Un calcul de cystine, c'est une cystine. Et c'est quelque chose sur lequel on continue et on va continuer d'insister dans les recommandations du CLAFU. En premier lieu, il faut analyser tous les calculs qu'on peut analyser et renouveler la récidive parce qu'une anomalie métabolique peut varier au cours du temps. Alors, comme Nadia vous l'a décrit, réaliser un bilan basal qui peut être fait par tous, réajuster la diététique parce que 95% des problèmes vont être des problèmes diététiques, mais en cas d'échec, eh bien, réaliser un bilan complet et là, vous pourrez faire appel au néphrologue. En fonction du bilan basal, si vous avez des anomalies qui vous posent problème, vous pouvez aller d'emblée également demander un bilan complet du type d'analyse du calcul. Le labruchite, on peut quand même avoir envie d'aller assez rapidement au bilan métabolique et sur des calculs récidivants qui sont bilatéraux d'emblée, multiples d'emblée, sur de la néphrocalcinose. Un calcul sur un unique, ça nécessite également d'être bilanté. Une insuffisance rénale, ce n'est pas normal dans une maladie lithiasique. Et tout sujet jeune, alors quel est l'âge de jeune? Plus je vieillis, plus je mets le jeune élevé. Mais on va dire que vraiment, en moins de 25 ans, ce n'est pas normal de faire des calculs. Alors, si ça a commencé à moins de 18 ans, il faut absolument faire réaliser un bilan complet et le compléter. Alors, quel bilan complet? En plus du bilan que Nadia vous a montré, dans les urines de 24 heures, on va notamment doser des inhibiteurs de cristallisation qui sont le citrate. C'est un très puissant inhibiteur de cristallisation et qui peut vous orienter vers des anomalies d'acidification urinaire et le magnésium. Et vous avez dans les pourvoyeurs de calcul, en plus du calcium qu'on a vu ou de l'acide urique, il y a l'oxalurie. Si vous n'avez jamais eu d'analyse de calcul, il faut toujours au moins une fois doser la cystinurie. Dans le sang, vous allez avoir tout le bilan phosphocalcique complet, calcium, phosphate, PTH, 25OH, 1,25OH, et vous avez également des bicarbonates, toujours dans l'idée d'éliminer d'autres pathologies génétiques rares comme l'acidose tubulaire ou par des prises de médicaments, le Diamox, l'acétamilamine, ça entraîne une acidose métabolique et donc une hypocitraturie et donc un risque de calcul. Quelles sont les normes? Alors, la norme de l'oxalurie, en termes de concentration, c'est 250 micromoles par litre. Si vous avez plus de 250, vous avez une hyperoxalurie de concentration. Et si vous avez plus de 500 micromoles par jour, vous avez une hyperoxalurie qu'on peut appeler de débit. En tout cas, vous avez une quantité en valeur absolue complètement anormale dans les urines. Reste à voir à quel moment il va falloir absolument approfondir le bilan. Cette hyperoxalurie, il va falloir enquêter, savoir si c'est un problème alimentaire d'excès d'oxalate et de carence calcique. Est-ce que c'est un problème de malabsorption ou au contraire, est-ce que c'est plus grave et que c'est un problème d'hyperoxalurie primitive? Je vous ai dit une autre valeur importante est le citrate. Et le citrate, on considère que moins de 1 millimole par litre de citraturie, c'est vraiment à risque de cristallisation et comme valeur sur les 24 heures, 1,5 millimole par 24 heures. Alors, avant tout, quand on a une hypocitraturie, il faut éliminer une infection urinaire, mais une fois l'infection urinaire éliminée et après avoir vérifié 2 fois sur des urines et être sûr de son dosage, vous pouvez suspecter un trouble d'acidification et vous pouvez continuer de tester le patient et avoir recours à un néphrologue pour ça. Alors, pour illustrer parfaitement bien le rôle du citrate dans la lithogénèse, le citrate, il se complexe avec le calcium. Et si on regarde sur ces 3 figures, à chaque fois les figures de gauche, vous pouvez voir que c'est le rapport phosphocalcique entre 1 et 2. Plus vous aurez une hypocitraturie, la citraturie la plus basse, le citrate inférieur à 1 millimole par litre est en rouge, plus vous aurez une hypocitraturie, plus vous aurez un risque d'avoir des cristaux importants, une agrégation importante
et des dimensions d'agrégats importants. Et vraiment, plus vous allez augmenter votre citraturie en concentration, et de manière très significative, vous allez réduire le risque de cristaux, d'agrégation, et donc de nucléation et de formation de calcul. Bien évidemment, notre piste, et je pense notre crainte en tant que néphrologue, c'est de passer à côté d'une maladie génétique. C'est la raison pour laquelle on pose beaucoup de questions. Dès qu'on peut, on fait un arbre généalogique. Et quand on a un doute, eh bien, on hésite de moins en moins. Et je pense qu'il ne faut plus hésiter à l'heure actuelle à faire un génotypage en fonction, eh bien, ciblé en fonction du type de maladie génétique pour lequel on a eu eh bien, une présomption devant l'anomalie métabolique. Et puis, bien sûr, grâce à l'arbre généalogique, eh bien, essayer de dépister tous les apparentés en fonction de la maladie. Alors, on va parler particulièrement du cas particulier de l'hyperoxalurie. L'hyperoxalurie, c'est une quantité supérieure à 500 micromoles par 24 heures d'oxalate dans les urines qui va entraîner une maladie lithiasique. Il y a plusieurs types d'hyperoxalurie. Il y a l'hyperoxalurie diététique, comme je vous disais, parce qu'on peut avoir un régime alimentaire riche en oxalate. Donc, on entend tout le temps le chocolat, la rhubarbe, les épinards, le thé très infusé. Alors, certes, mais il existe des pourvoyeurs, à mon sens, bien plus importants, qui sont notamment les fruits secs, et notamment avec bien, tous les nouveaux conseils sur manger beaucoup d'amandes, de noix, ce genre de fruits secs, sont très pourvoyeurs d'oxalate. Et tout ce qui est dérivé d'hydroxyproline. Et l'hydroxyproline, eh bien, on en trouve dans la gélatine des bonbons Haribo, et être vigilant et toujours essayer d'interroger le patient à ce sujet. Les défauts d'apport calcique, et on a certaines populations qui ont très peu de calcium en base de leur alimentation. Or, le calcium au niveau digestif chélate l'oxalate. Et si vous ne mangez pas de calcium, eh bien, vous avez tendance à avoir une hyperoxalurie. On a tous entendu parler également du surdosage de vitamine C, parce que l'acide ascorbique, en se dégradant, va former de l'oxalate. Vous avez également l'intoxication à l'éthynylglycol, mais très souvent, c'est dans des situations un peu catastrophiques de réanimation. Et vous avez les malabsorptions intestinales. Donc, les grandes causes, les grandes causes secondaires d'hyperoxalurie, comme je vous l'ai dit, c'est surtout, en tout cas, celle qu'il faut éliminer une fois qu'on a éliminé le problème diététique, c'est la malabsorption. Pourquoi? Parce que quand vous avez une malabsorption, votre graisse va aller squeletter avec le calcium et donc former une saponification. Et donc, l'oxalate qui, normalement, se chélate avec le calcium pour disparaître dans les selles, va se retrouver libre dans l'intestin et va être réabsorbé au niveau du côlon. Et vous allez donc éliminer par le rein l'oxalate qui, normalement, est éliminé par les urines. Donc, c'est toujours important de poser la question. Pour certains patients, c'est normal d'avoir 8 selles par jour. Ils vivent ça depuis des années et on peut dépister des malabsorptions. Et ça peut être dans des cas graves comme le grêle court, mais ça peut être dans les maladies de Crohn, aussi dans les chirurgies bariatriques. Et vous avez l'hyperoxalurie primitive. Et en tant que néphrologue, je pense que c'est notre crainte à tous de passer à côté de ce diagnostic parce que le risque de maladie rénale et de récidive sur le greffon est de 100%. Je pense que c'est une crainte partagée et c'est une maladie qu'il faut absolument éliminer. Alors, il existe plusieurs types d'hyperoxalurie primitive, 3 types. La plus sévère, celle qu'on connaît le mieux, qui est l'hyperoxalurie primaire de type 1, qui peut être diagnostiquée à tous les âges et de plus en plus, je pense qu'on se rend compte qu'elle est diagnostiquée de plus en plus chez l'adulte, mais qui est classiquement une maladie de l'enfant, qui provoque néphrocalcinose, calcul et insuffisance rénale, qui est liée à la mutation du gène de la GXT, dont la survie rénale, à l'âge de 40 ans, est de 40%, qui est très peu, et où on va dire quasi 100% jusqu'à présent des hyperoxaluries décrites conduisaient à l'insuffisance rénale chronique terminale. Vous avez 2 autres types d'hyperoxalurie, un type 2 et un type 3. Le type 2 qui peut être sévère, mais comme vous pouvez le voir, la survie rénale à l'âge de 40 ans est de 55%, avec 25% d'insuffisance rénale terminale. Et la type 3, dont la survie rénale est de 95% à 40 ans et dont l'IRC terminal est exceptionnel, qui est très probablement d'ailleurs sous-diagnostiqué. Alors, l'hyperoxalurie primaire de type 1 est une maladie très rare. C'est 8 à 10 nouveaux cas par an en France, mais très probablement sous-estimé parce que l'hyperoxalurie
primaire de type 3 est probablement mal diagnostiquée, avec probablement des hyperoxaluries moins sévères et moins d'insuffisance rénale. Mais il y a encore 5 à 10% des patients qui vont avoir un diagnostic sur une récidive de greffon, et c'est ce qu'il faut absolument éviter. Nadia vous l'a déjà dit, mais qu'est-ce qui doit vous faire penser à une maladie génétique et encore plus à une hyperoxalurie primaire? Le fait que les lithiases soient très récurrentes, parfois d'emblée bilatérales. Alors, le calcul chez l'enfant, il faut absolument éliminer des maladies génétiques. La néphrocalcinose et la maladie rénale, ce n'est pas normal d'avoir ça dans une maladie lithiasique. Chez l'enfant, alors même si je pense qu'on est principalement des des uro-adultes, en tout cas un adulte qui n'a pas grandi, ou mal grandi, on doit suspecter une maladie génétique et bien sûr des histoires familiales. Donc, souvent, je pense que la plupart du temps, c'est le néphrologue qui va faire le diagnostic, comme on vous le disait, et je pense que c'est important de le répéter encore. L'insuffisance rénale, la maladie rénale et la néphrocalcinose, ce n'est pas normal. Si vous avez notamment des cristaux d'oxalate dans d'autres liquides biologiques que les urines, ce n'est pas normal et il faut suspecter une hyperoxalurie primaire. Et l'urologue peut aussi beaucoup nous aider parce que si un calcul de type 1C est diagnostiqué, que ce soit en endoscopique, comme vous pouvez voir là, ou en microscopique quand le calcul est sorti, ou quand vous recevez une analyse de calcul 1C, il faut immédiatement appeler un ami néphrologue qui fera le diagnostic assez facilement. Mais attention, le 1C est pathognomonique de la maladie lithiasique, mais vous pouvez avoir des hyperoxaluries primaires avec du 1A, surtout si vous n'avez pas un grand spécialiste qui lit les calculs. Donc, 1C, c'est pathognomonique de l'hyperoxalurie primaire, mais vous pouvez avoir des hyperoxaluries primaires avec des 1A. Alors, comment faire une fois qu'on a la suspicion d'hyperoxalurie? Si vous avez une fonction rénale qui est préservée, de toute façon, dans votre bilan secondaire, vous aurez dosé l'hyperoxalurie. Et si cette hyperoxalurie est élevée, que vous avez éliminé l'absorption et que vous avez éliminé la diététique, il faut aller, je pense, sans une arrière-pensée à la génétique. Et la génétique s'envoie soit à Bordeaux, soit à Lyon. Si vous avez une fonction rénale altérée avec un DFG à moins de 45, en plus de l'oxalurie, il est très intéressant de doser l'oxalémie parce que, à moins que vous ayez une insuffisance rénale extrêmement avancée, que vous soyez en dialyse, où là, il y a l'insuffisance rénale en elle-même qui peut expliquer l'oxalémie élevée, vous n'êtes pas censé avoir une oxalémie élevée avec un DFG à 30. Et même chez un patient qui arrive à insuffisance terminale, pour une oxalémie qui pourrait être un petit peu élevée en cas d'insuffisance rénale terminale, dans l'hyperoxalurie primaire, l'hyperoxalurie est très, très élevée, au-delà de 70, 80, 100, parfois même plus. Et ça, c'est clairement un signe d'hyperoxalurie primaire. Et il n'y a aucun doute, il faut aller immédiatement à la génétique parce que c'est uniquement la génétique qui vous permettra de confirmer le diagnostic et de proposer certains traitements. En tout cas, avant même un diagnostic génétique, vous devez mettre en place, dès une suspicion d'hyperoxalurie primaire, le traitement conservateur, c'est-à-dire hyperhydratation. Ça veut dire 3 litres mètre carré. Il faut boire jour, nuit, il faut boire le soir pour se réveiller la nuit, pour uriner, pour reboire la nuit, pour continuer à diluer tout le temps vos urines. Et pour les enfants, pour ceux qui ne sont pas capables de boire, une fois que vous avez l'hyperoxalurie confirmée, ne même pas hésiter à la gastrostomie chez certains. Ça peut être vital dans des maladies extrêmement agressives. Certaines mutations sont B6 sensibles, c'est-à-dire que vous arrivez à baisser de plus de 30% l'oxalate urinaire. Alors, il y a des mutations connues pour être B6 sensibles. Je pense que ça vaut le coup, si vous avez une suspicion, de tester la sensibilité. Il faut également mettre des inhibiteurs de cristallisation et notamment du citrate de potassium à partir du moment où vous n'avez pas d'hyperkaliémie, que la fonction rénale est préservée. Et puis en fonction, dès que vous pouvez en mettre un peu, ça peut encore plus aider à la solubilisation de l'oxalate. Puis je vais repasser la main à ma collègue pour la prise en charge chirurgicale parce que il y a eu des recommandations faites un peu dans Oxal Europe. Médicale et on va dire que la prise en charge chirurgicale me semble assez spécialisée et il faut absolument faire intervenir nos collègues urologues spécialistes. Je te laisse la main, Nadia.
Donc effectivement, on continue à communiquer pour la prise en charge de ces patients-là. Et le suivi est super important. Ils ont cette hyperoxalurie, donc ils risquent vraiment de recommencer à faire des calculs. Et du coup, je pense qu'il faut traiter ces calculs. Alors, il ne faut pas traiter tous les calculs, bien sûr. Si on a des petits calculs qui peuvent s'éliminer spontanément et qui ne posent pas de problème, on ne les traite pas, mais il ne faut pas attendre que les calculs soient trop gros pour les traiter, parce que sinon, les méthodes endoscopiques mini-invasives ne vont plus marcher. C'est des calculs qui sont très durs. C'est des calculs d'oxalate de calcium monohydraté. Donc, si on attend que le calcul fasse 2 cm, l'urétéroscopie souple va être très compliquée. Donc, pour privilégier ces techniques endoscopiques, il faut aller traiter ces calculs à partir du moment où ils commencent à prendre du volume, à 1 cm, il faut les traiter. Autre chose, la lithotritie extracorporelle, ça a gros risque d'échec. En fait, on arrive à faire un petit peu de fragmentation, mais souvent, on ne fait pas du sable. Donc, le risque après lithotritie extracorporelle, il est l'empierrement de l'urtère et du coup, un traitement finalement plus compliqué pour aller récupérer les calculs de l'urtère. Donc, si on peut privilégier l'urétéroscopie souple, c'est mieux. Après, il ne faut pas non plus devoir faire 50 urétéroscopies souples dans la vie du patient. Donc, traiter avant qu'il soit trop gros, pas traiter le calcul s'il est trop petit. Traiter le calcul s'il est gros par une chirurgie percutanée quand même. Donc, il faut effectivement essayer de préserver le parenchyme rénal. Mais en même temps, il faut traiter le calcul parce que souvent, au bout d'un moment, il devient obstructif. Donc, soit obstructif sur l'ensemble du rein, soit obstructif sur une tige calicielle. Mais ça aussi, ça dégrade la fonction rénale. Donc, on s'est retrouvé régulièrement avec des patients, notamment qui passaient de la pédiatrie à l'adulte, qui n'avaient pas forcément eu de scanner et qui étaient étiquetés néphrocalcinose. Et en fait, ils avaient d'énormes calculs dans les reins. Et ça a derrière dégradé beaucoup plus rapidement la fonction rénale. Donc, ces patients-là, il faut les traiter et il faut les surveiller très régulièrement pour trouver le bon créneau pour traiter ces calculs. Voilà, surveillance et collaboration avec nos collègues urologues qui savent bien prendre en charge les calculs. La dialyse, une fois que le patient a une maladie rénale très avancée et qui nécessite la dialyse, eh bien, il faut privilégier l'hémodialyse quotidienne parce que la production d'oxalate journalière est bien plus supérieure à ce que va épurer à chaque séance la dialyse en oxalate. Actuellement, maintenant, eh bien, vous le savez probablement, on a le développement d'ARN interférent qui va quand même énormément changer la prise en charge de l'hyperoxalurie primaire de type 1, j'entends, uniquement type 1 pour l'instant. Avant, on proposait une greffe foie-rein plus ou moins séquentielle ou en même temps en fonction chez l'adulte, ça pouvait être discuté. On espère que la transplantation hépatique est amenée à disparaître et qu'uniquement la greffe rénale sera privilégiée. Et on espère même maintenant que la greffe rénale ne va pas arriver si on diagnostique de manière très précoce les patients et ils bénéficieront du traitement optimal. Alors après, il y aura plein de questions autour du timing de la transplantation, mais je n'ai pas le temps d'en parler maintenant. Il y a un algorithme qui est sorti qui disait, voilà, pour les patients insuffisants rénaux à moins de DFG à moins de 30, eh bien, ARN interférent, estimer le stock, parce que le danger dans l'hyperoxalurie, on n'en a pas parlé, mais c'est tout le stock qu'on va faire, et notamment dans les os, et c'est ce qui va déterminer le timing de la transplantation. Mais on n'a pas vraiment de technique encore pour l'estimer. En dialyse, eh bien, essayer d'atteindre une oxalémie à moins de 20, mais à moins chez des B6 sensibles, pas trop sévères, ça me semble difficilement atteignable. Et la question, qu'est-ce qu'on fera pour les patients non insuffisants rénaux, est encore à débattre. Et donc, pour finir, un exemple un peu de parcours réussi, c'est un patient qui voit l'urologue, qui a une prise en charge. Bon, le calcul a été analysé, le bilan de débrouillage réalisé, mais même si le bilan de débrouillage est normal, le calcul retrouve un calcul de 1A. Et eh bien, nos collègues en parlent en RCP, en reparlent à leur néphrologue, qui réalisent immédiatement le bilan approfondi, vont quand même parler diététique, mais surtout vont aller directement approfondir la génétique devant un calcul de 1A pour pouvoir proposer des traitements optimaux et spécifiques. Et donc, je pense que Nadia et moi sommes convaincus qu'on est un binôme, enfin pas que nous deux, mais urologue et néphrologue sont des binômes indispensables et on apprend chaque jour des uns des autres.
Voilà, je vous remercie beaucoup.